Le groupe Politicothèque a procédé ce matin à la remise d'un certain nombre de distinctions qu'ils appellent les Politico Awards à quelques personnalités dont, pour leur apport au renforcement de la démocratie dans plusieurs domaines. Celui qui a reçu cette distinction pour son leadership politique est M. Clarence Renoy du Parti UNIR. M. Renoy est avec nous ce soir par visioconférence. Bonsoir Clarence Renoy. Bonsoir Serge Clan, c'est un plaisir d'être avec vous sur Metro News. Bon, commençons par le commencement, Clarence Renoy. Compliments, félicitations, c'est une belle distinction. Merci, c'est une distinction que j'ai reçue, acceptée avec humilité et que je partage aussi avec mes collaborateurs et le directoire du groupe du Parti UNIR, parce qu'il n'y a pas de chef sans troupe, il n'y a pas de bon leader sans collaborateur et aussi sans une vision. Et voilà, si c'est une récompense, si c'est une distinction, donc je l'accepte, en sachant aussi que c'est une responsabilité, celle de continuer à travailler pour renforcer la démocratie en Haïti. Très bien. Eh bien, parlons un petit peu de la situation actuelle. La grande question et le grand point d'interrogation, finalement, c'est élection ou pas élection. La communauté internationale a mis son grain de sel. D'un côté, il y a les Américains qui poussent à la roue avec beaucoup d'insistance. D'un autre côté, il y a l'Union européenne qui se montre plus que réticente quant à l'opportunité ou même la possibilité d'avoir des élections en Haïti aujourd'hui. Quelle est votre position sur cette question ? Écoutez, les élections, c'est une activité, je dirais, politique démocratique qui est interne à un pays. Je comprends que des pays amis d'Haïti peuvent toujours opiner et conseiller, même faire des suggestions, mais il revient aux autorités haïtiennes. Quand je dis autorités haïtiennes, je parle des responsables du pouvoir comme ceux de l'opposition ou des autres secteurs concernés, de jauger la situation pour voir si ces élections sont possibles et dans quelles conditions elles seront organisées. Quant à nous, à UNIR, nous nous préparons éventuellement à participer aux élections, mais nous exigeons aussi, comme d'autres, que celles-ci soient organisées dans les meilleures conditions possibles de sécurité pour les électeurs et les candidats, afin qu'ils puissent circuler, aller à la rencontre des électeurs, mais aussi dans des conditions de confiance et de crédibilité pour un processus qui est très important pour le renforcement de la démocratie. Et si nous regardons la situation actuelle, Serge Clan, vous conviendrez avec moi que nous ne sommes pas tout à fait prêts pour l'organisation de cette élection par rapport à la situation de sécurité dans le pays. Un pays qui est infesté de gangs armés, illégaux, et qui semble avoir beaucoup d'autorité pour agir quand ils veulent, ces groupes, et où ils veulent. Et puis, il y a une phase technique des élections aussi pour les organiser, c'est la distribution des cartes d'électeurs aux 6-7 millions de personnes qui sont en âge de voter. Je crois que pour l'instant, l'ONU n'est pas encore au quart de cette distribution. Donc, on est encore, à mon avis, un peu loin de cette échéance électorale, quoi qu'il soit indispensable d'organiser des élections, bien sûr. Vous avez utilisé les mots de confiance et crédibilité. Bon, c'est apparemment les deux choses qui font le plus défaut aujourd'hui sur la scène politique. L'opposition est... Enfin, l'opposition radicale, tout au moins. L'opposition radicale est absolument claire sur non seulement l'impossibilité, mais le refus d'aller aux élections avec le gouvernement actuel et particulièrement le président Jovenel Moïse. Oui, il y a une réticence, je dirais, qui est quasi générale, parce que je crois que tout démocrate qui est sensible à la bonne tenue d'élections, vous avez fait mention par exemple de l'Union européenne, de la France, qui sont réticents aussi comme pays par rapport au climat constaté en Haïti. Donc il y a cette réticence qui est justifiée par le climat d'insécurité et aussi par le manque de confiance. La formation du Conseil électoral provisoire n'a pas été faite dans les meilleures conditions, je dirais, pour garantir cette
cette confiance, pour donner cette confiance aux participants. Donc il nous faut arriver à mon avis, il nous faut arriver à un accord politique qui puisse déterminer dans les conditions dans lesquelles nous allons organiser cette élection, ou ces élections, car il s'agit d'élections législatives, mais aussi municipales, locales, et donc trouver un accord, parce qu'il y a beaucoup de réflexions, Serge, qui sont faites autour de la Constitution aussi, par exemple. Certaines personnes voudraient bien voir la Constitution remaniée avant même la tenue des élections. Donc, s'il faut arriver à cette phase-là, donc vous comprendrez vraiment qu'il faut un accord politique entre les différents secteurs de l'opposition, quelle que soit la dénomination qu'on puisse donner à ces oppositions-là. Moi, je suis dans une opposition, mais je comprends qu'une élection est une affaire démocratique pour un régime démocratique, mais en même temps aussi, il faut vraiment mettre les conditions en place pour réussir ces élections. Car j'ai l'habitude de dire, je crois sur les antennes de Métropole et à Métro News aussi, on ne doit pas en Haïti organiser des élections pour replonger le pays dans de nouvelles crises. Il faut au contraire organiser des élections qui puissent nous sortir de cette crise qui est trop longue, qui coûte très cher aussi à ce pays. Vous avez prononcé un autre mot clé, qui est le mot de constitution. Je crois qu'il y a un accord quasi général sur la nécessité de revoir cette constitution de 1987, même si entre-temps elle a été amendée. Je crois qu'il y a un accord, un consensus quasi national sur cette obligation, mais on ne remanie pas une constitution, et a fortiori, on ne vient pas avec une nouvelle constitution qui va entraîner un changement de régime en quelques jours ou en quelques semaines. C'est un travail qui est long. Et à qui va-t-on confier ce travail? Évidemment, il y avait une personnalité de la hauteur et de la grandeur de Maître Montferrier d'Orval qui était là et qui faisait autorité en la matière. Malheureusement, Maître d'Orval n'est plus là. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il faut, dès à présent, former une constituante qui va piocher sur une nouvelle constitution, peut-être même un changement de régime, comme on a dit? Quelle est votre opinion sur cette question? Et évidemment, on ne peut pas parler de changement de la Constitution, de réforme constitutionnelle, sans penser à Maître Montferrier d'Orval, qui est quelqu'un qui était engagé dans cette voie, qui s'était engagé personnellement dans cette voie, qui avait une opinion, qu'il avait exprimée publiquement et qui malheureusement a été abattu dans les conditions que vous connaissez et que nous regrettons tous. Maintenant, est-ce qu'il faut changer la Constitution maintenant? Mais si le consensus est là, nous aussi, à UNIR, nous sommes pour. Nous avons d'ailleurs des idées à faire passer. Nous avons des propositions à faire passer. Oui, il faut une constituante, car changer une constitution, réformer une constitution ou adopter une nouvelle constitution, car au bout du compte, il faudra adopter une nouvelle. Et il faut donc un consensus national. Il faudrait que tous les secteurs soient touchés, puissent opiner, puissent apporter leurs suggestions. Je parle des secteurs économiques du pays aussi. Je ne parle pas que des secteurs politiques. Les secteurs de la société civile, le secteur religieux ou les religions en général, donc le secteur paysan, les femmes qui sont organisées. Donc il y a un travail qui doit être fait et il n'est pas trop tard ni trop tôt pour commencer aujourd'hui. Dans la perspective de nouvelles élections, s'il faut changer, par exemple, le Parlement, le mode de scrutin au Parlement. Donc, il y a une réflexion à entamer dès maintenant pour aboutir à cette réforme constitutionnelle qui nous amènera à l'organisation de nouvelles élections. Donc, vous voyez que les élections, ce n'est pas une affaire qu'on va voir organisée demain, la veille. Non, ça prendra encore quelques temps, à mon avis. On est là encore pour 6 mois ou plus. Et que pensez-vous de l'éventualité d'un référendum? La Constitution de 1987 a tracé la voie pour le changement constitutionnel ou la réforme constitutionnelle, comme vous voulez, parce que la Constitution interdit le référendum. Mais s'il y a un consensus national, la Constitution, c'est l'affaire d'un pays. Donc, si le pays est d'accord qu'il y ait un référendum, si les conditions sont clairement, ouvertement réunies pour le faire, je ne vois pas de problème à ce que cela soit fait. Mais attention, il ne faut pas entrer dans une initiative aussi importante pour l'avenir de la démocratie en Haïti, pour l'avenir politique, mais l'avenir social aussi de ce pays, sans que nous ayons atteint ce consensus large
et qui puisse amener un maximum de personnes à participer dans cette activité, que ce soit le référendum ou quelle que soit la forme que cela devrait prendre. Oui, parce que pour la forme, il faut rappeler que la Constitution de 87 a été adoptée suite à un référendum. Oui, c'est un référendum en 87 qu'il avait adopté, voilà. Et même si cette constitution porte en elle-même cette interdiction, on ne peut plus réformer par le référendum. Écoutez, l'affaire d'un pays, je pense que si les Haïtiens se prononcent, si les institutions se prononcent, on peut y aller si c'est pour de bon. Mais je vois quand même, il y a une chose que je voudrais dire, si vous permettez. Bien sûr. Je pense que le problème de la Constitution n'est pas le problème en réalité. Nous sommes, les Haïtiens, le problème de la Constitution. Parce que nous refusons de respecter les lois de la Constitution. Nous avons un problème, nous sommes allergiques, on dirait, aux lois et aussi à la Constitution. Donc il nous faut arriver à une société qui veut respecter, à des hommes politiques, des hommes qui sont au pouvoir ou dans l'opposition, qui veulent respecter la Constitution et les lois de la République. C'est comme ça que nous bâtirons une démocratie forte. Oui, qui veulent respecter la Constitution, mais aussi qui veulent l'appliquer. Parce que depuis 87, la plupart des gouvernements qui se sont succédés ont toujours mis entre parenthèses un certain nombre d'articles de la Constitution. Et ceux qui tiennent encore aujourd'hui à cette Constitution de 87 ont beau jeu de dire « mais vous condamnez une Constitution qui n'a jamais été appliquée. Essayez au moins de l'appliquer ». Oui, c'est le problème de cette Constitution. Elle est belle, certains l'apprécient bien, mais elle n'a jamais été adoptée par quel que soit le gouvernement qui était au pouvoir pendant ces 30 dernières années. Donc, le problème, encore une fois, ce n'est pas la Constitution. Certes, il y a des petits ajustements à faire de cette Constitution. Bien sûr. Je vais vous donner un exemple. Nous, à UNIR, nous proposons, par exemple, qu'il y ait un Sénat de la République élu à 3 tiers différents, pour que nous introduisions au Sénat de la République un conseil de sages réellement, avec par exemple la représentation des femmes, qu'il y ait 10 femmes choisies parmi les organisations féministes à travers le pays, qui représenteraient les 10 départements, qu'il y ait par exemple au sein du Sénat haïtien, s'il faut changer la Constitution, changer de formule aussi pour élire les sénateurs, qu'il y ait par exemple des chefs de partis politiques qui puissent être représentés au Parlement. Comme ça, nous n'aurons pas une opposition qui se pratique dans la rue, mais à l'intérieur d'une institution qui est le Parlement de la République. Et l'autre tiers, le dernier tiers, serait un tiers de sénateurs élus au suffrage universel, représentant aussi les 10 départements. Donc vous voyez, il y a des propositions, il y a d'autres formules de propositions que nous pouvons toujours faire, mais il faut qu'il y ait un vrai débat pour porter les gens à réfléchir et à nous donner une constitution à la mesure de nos ambitions, aussi de nos moyens, car cette Constitution a aussi un petit problème d'organisation trop récurrente d'élections qui coûte très cher à la République, un pays qui n'a pas beaucoup de moyens économiques. Oui, bien sûr, parmi les propositions, et vous ne l'ignorez pas, il y a aussi celle de la suppression pure et simple du Sénat et de revenir à un régime unicarcéral avec uniquement des députés. Qu'est-ce que vous pensez de cette élimination du Sénat ? Alors, il y a des personnes qui avancent cette proposition, mais nous, à UNIR, nous pensons qu'il faut garder le Sénat comme une chambre de sages. Et par exemple, en France ou au Canada, le Sénat n'est pas un Sénat élu, c'est un Sénat pratiquement nommé à partir de personnalités. Donc il nous faut peut-être essayer cette formule qui pourrait bien marcher pour équilibrer le Parlement, qu'il y ait une chambre populaire représentant toutes les diversités, tous les courants politiques et courants d'idées et d'appartenance du pays. Dans la Chambre des députés, c'est la Chambre du peuple, mais le Sénat doit être un conseil de sages, une institution où ceux qui sont élus et qui sont appointés vont faire un travail pour équilibrer le travail qui serait fait à la Chambre des députés. Moi, je ne vois pas un Parlement avec une seule chambre comme la Chambre des députés. Ça nous rappellerait trop la Chambre des députés sous les Duvalier, qui était une chambre, j'approuve. Oui. Mais vous serez d'accord avec moi, Clarence Renoir, que le Sénat, tel que nous l'avons connu ces derniers temps, à quelques rares exceptions près, n'a pas beaucoup fait preuve de sagesse. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. C'est pourquoi nous devons essayer d'autres formules. Eh bien, écoutez, Clarence Renoir, merci. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps et de nous donner votre sentiment sur la situation actuelle.
élection, pas élection, changement de constitution, etc. Si vous permettez, Serge, je devrais terminer en lançant à nouveau l'appel que j'ai chaque jour lancé pour dire qu'il nous faut un dialogue entre nous, Haïtiens, pour trouver un accord politique qui puisse déboucher sur tout ce dont nous parlions. S'il faut refaire la Constitution, s'il faut organiser des élections dans un climat de sérénité, de paix, de sécurité, il faut que les acteurs politiques haïtiens puissent s'asseoir ensemble, le pouvoir, les différentes tendances de l'opposition, pour que nous puissions signer et trouver cet accord. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui vous répondront que pour qu'il y ait dialogue, il faut être au moins deux, sinon c'est un monologue et ça n'aboutit à rien. Absolument. Il faut être deux pour danser le tango, comme on dit. Exactement. Eh bien, encore une fois, toutes nos félicitations, Clarence Renoir, pour cette distinction que vous avez eue aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes une des deux personnalités à avoir été honorée par Politicotech, personnalité honorée pour le rapport au renforcement de la démocratie. Ce n'est pas rien et vous avez tout à fait raison d'être fier d'avoir été l'heureux élu. Merci beaucoup.